toute nouvelle édition du journal sur Tokia Télévision. Mesdames et messieurs, tout de suite les titres. L'attente était longue. 2 mois durant la République démocratique du Congo attendait un gouvernement après les élections de décembre 2023. C'est dans la nuit du mardi à mercredi 29 mai que la publication du gouvernement souminois a été publiée. Par 54 membres contre 57 par rapport au gouvernement Sama Lukonde. Nous allons développer tout de suite avec notre expert maison Jean-Pierre Mouaï. Toujours dans ces journaux, vous allez suivre également que le pays a été secoué par une tentative d'un coup d'État dans la nuit du 29 mai 2024. Un commando avec à sa tête Christian Malanga a attaqué la résidence du député national Vital Kamerhe et le palais de la Nation. Comment se sont-ils parvenus à pénétrer dans le bureau du président de la République et qui est derrière cette attaque? Nous allons développer tout de suite avec Jean-Pierre Mouaï. Voilà tout pour l'ossature de ces journaux. Mesdames et messieurs, tout de suite, les développements. Je vous le disais en titre, l'attente était longue. 2 mois durant, la République démocratique du Congo attendait un gouvernement après les élections de décembre 2023. C'est dans la nuit du mardi à mercredi 29 mai que la publication du gouvernement souminois a été publiée. 54 membres contre 57 par rapport au gouvernement Sama Lukonde, 17 ministres femmes, plusieurs réductions et permutations ont été observées dans ces premiers gouvernements de la deuxième mandature du chef de l'État. Suivez. Le gouvernement Judith Suminwa Tuluka est enfin connu. Ce mercredi 29 2024, les noms de nouveaux animateurs de ministères en République démocratique du Congo ont été publiés par le porte-parole du président de la République, Tina Salama, sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Le président de la République, vu la constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution. D'après cette ordonnance présidentielle, plusieurs personnalités ne sont plus revenues, telles que Nicolas Kazadi et Peter Kazadi, respectivement vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ainsi que ministre des Finances. Jean-Pierre Liao a gardé son ministère des Fonctions publiques, c'est le cas pour Guy Luando, pour le ministre de l'Aménagement du Territoire. Tandis que Jean-Lucien Boussa a quitté le commerce extérieur pour les portefeuilles. De son côté, Didier Boudimbo quitte les hydrocarbures pour les sports et loisirs. La composition du nouveau gouvernement fait état 54 ministres, dont 17 femmes contre 57 avec l'équipe du gouvernement Sama Lukonde, 30 nouveaux ministres, 9 réaffectés à d'autres postes, dont Jean-Pierre Bemba qui quitte la défense pour le transport. Voilà, comme annoncé, je suis accompagnée de Jean-Pierre Mouaï, qui est notre expert maison. Nous allons essayer de développer ces titres, mais aussi ces gouvernements qui vient de tomber. Jean-Pierre Mouaï, ce mercredi, tard dans la nuit. Merci Assitoumba, merci de m'avoir plutôt reçu. Je remercie aussi nos téléspectateurs. 54 contre 57, et vous l'avez bien dit dans le reportage que nous venons de suivre, l'attente était vraiment très longue. 2 mois durant que la première ministre, Madame Judith Tuluka Suminwa, a été nommée par le chef de l'État, bien sûr 5 mois après les élections gagnées haut la main par le chef de l'État. Le pays est resté, le pays était gouverné par mode d'urgence, voilà. Aucun ministre n'avait le privilège de signer soit quelque chose, voilà. Et le pays était suspendu. Rien ne marchait, tout était bloqué, on ne comprenait pas pourquoi. Et aujourd'hui, le pays a un gouvernement, malgré que c'est un gouvernement budgétivore, je crois on pourrait revenir là-dessus. Au moins, c'est un ouf de soulagement. On est soulagé que le pays, aujourd'hui, connaisse son tout premier gouvernement de la deuxième mandature, comme vous l'avez dit. Le président de la République est à son deuxième mandat, qui en principe, le dernier selon la Constitution. Et aujourd'hui, avoir ce gouvernement, c'est quelque chose qui pourra soulager, tant soit peu, les défis auxquels le Congolais
sont en train de faire face à ces derniers jours. Il y a autant de défis sécuritaires, économiques, politiques et autant d'autres que nous allons développer au courant de ces journaux. Voilà, un gouvernement qui vient, peut-être ça pourrait soulager tant soit peu, comme je le disais tantôt, les attentes de la population. D'accord. JP, on venait exactement de le voir tout au long de ces reportages. Jean-Pierre Bemba qui quitte directement la Défense au ministère du Transport. Pourquoi? Oui, voilà, je l'ai dit, il y a plusieurs reconductions et permutations. Jean-Pierre Bemba, partir de la Défense au transport, bon, ce n'est pas du tout anodin, mais c'est quelque chose qui laisse à désirer. Comme s'il y a l'anguille sur roche, qu'est-ce qui a milité par rapport à Jean-Pierre Bemba qui, à sa nomination, tout le monde pensait que c'est lui l'homme providentiel, c'était lui qui était vraiment, il était expert maison, oui. voilà, expert en matière de défense ou quoi que ce soit. N'oubliez pas, il faut le dire. Une lueur d'espoir pour le peuple congolais. Une lueur d'espoir, voilà les mots bien choisis, une lueur d'espoir pour le peuple congolais et surtout la population meurtrie de l'Est qui est en train de subir les affres de la guerre, ça fait plus de 3 décennies. Donc, la nomination de Jean-Pierre Bemba avait auguré une nouvelle ère dans la sécurisation, dans la guerre qui secoue la République démocratique du Congo, il faut le signaler, une guerre soutenue par le Rwanda via les M23. Mais aujourd'hui, le faire partir là, je crois qu'il y a quelque chose qui n'a pas du tout marché, ça cloche. Il a mené autant de réformes au niveau de la défense. On a vu les forces de défense monter en puissance. Il y a autant de portions, soit autant de cités, autant de positions d'ennemis qui ont été récupérées. Est-ce qu'il a manqué de stratégie? Est-ce qu'il n'a pas répondu aux desiderata du président de la République, qui est le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo? Ou soit c'est la géopolitique qui a milité? Mais là, bon, ça laisse à désirer. C'est lui qui va le remplacer. C'est un journaliste, il est le DG. Bon, hormis le fait d'être directeur général du journal officiel, est-ce qu'il s'y connaît? On ne sait pas. Sous d'autres cieux, les ministres, oui, bien sûr, on pourrait nommer quelqu'un qui n'est pas habilité à la matière, mais Jean-Pierre Bemba, on connaît son passé. C'est un chef de guerre. Il a été à la tête d'un mouvement rebelle qui était à l'époque... C'est vrai que vous parlez un peu du nouveau ministre de la Défense. Est-ce qu'avec l'attente aujourd'hui, avec tout ce qui tourne tout autour de l'Est de la République démocratique du Congo, il saura s'en sortir? C'est ça le problème. Jean-Pierre Bemba avait déjà la même mise. Parce que c'est un ancien chef de guerre, pour ne pas le rappeler. Il connaissait les terrains, il connaît pratiquement l'Ituri parce qu'il a été évolué dans cet axe. Il connaît certaines tactiques de guerre, contrairement à celui qui arrive. Mais qu'est-ce qui n'a pas répondu? Qu'est-ce qui n'a pas été à la hauteur? Pourquoi il n'a pas été à la hauteur? Et pourtant, il y a une loi de la programmation sur l'armée qui a été votée au Parlement et l'argent est sorti, beaucoup d'argent. Le budget, je crois bien, de la défense a été revu à la hausse. Ce qui n'a pas marché, peut-être dans les jours à venir, nous pourrons le savoir. On l'injecte au ministère de Transport. Ministère de Transport, aussi Jean-Pierre Bemba, est-ce qu'il se retrouve dans son assiette? Exactement. Parce qu'il a été patron de Sibé Zahir, il faut le dire. Est-ce qu'il saura aussi répondre? Parce qu'il faut le dire, le ministère de Transport aujourd'hui... Congo Airways n'existe plus, pas de Transco, pas de trucs. Peut-être qu'on a trouvé que c'est mieux qu'il ait relevé un peu de choses du côté... Mais c'est comme aussi cette attente au niveau de la défense. Il a été aussi pressenti comme celui qui était l'homme providentiel pour relever ces défis de la guerre. Ben, on ne sait pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comme je l'ai dit là, est-ce que c'est la géopolitique qui n'a pas marché? On saura dans les... On verra la suite. On reste toujours dans cet élément. On voit Constant Mutamba, boum, pour le peuple congolais. Oui. Il arrive au vice-primature de la justice. Oui, c'est vrai, il arrive à la vice-primature, Constant Mutamba, opposant politique du régime, farouche, on l'a vu. Il y a des vidéos qui circulent même où il était en train de tacler le régime. Constant Mutamba, candidat président de la République, à 2 jours des élections, il a fait une marche en arrière. Il est allé, bon, je ne sais pas, est-ce qu'il avait voté pour Tshisekedi? Il faut le dire.
Parce qu'il il était, faut quand pas on les rappelait qu'il était aussi candidat président de la République, hein, aux élections. Il a battu campagne quand même il était coincé si c'est à Kisangani ou bien dans une ville où il n'avait plus d'avion pour décoller, pour continuer sa campagne. Constant Moutamba, ce n'est pas du tout un mystère et ce n'est pas non plus anodin, pour ne pas me répéter. À l'époque, nous l'avons eu. À l'époque de Joseph Kabila, l'ancien président de la République, on a vu un premier ministre issu de l'opposition. Je pourrais ne pas le citer, c'est Bruno Tshibala. On a eu aussi un ministre opposant, Jean-Pierre Ménéato, qui a été aussi ministre, mais il était issu de l'opposition. Et sous d'autres cieux, en France par exemple, on a Bernard Kouchner, l'ancien ministre des Affaires étrangères et patron de Médecins sans frontières. Il a été ministre de Sarkozy, mais alors que c'était lui qui, alors que plutôt il était dans l'opposition. Constant Moutamba, c'est un profil qui pourrait répondre à l'attente de la justice parce que c'est un avocat de carrière. Il a fait son temps, on ne sait pas. Va-t-il répondre? Parce que le président de la République ne cesse de le dire, notre justice est malade. Ça, vraiment, c'est il saura relever ces défis, peut-être, de la justice congolaise. Accordons-lui la chance. Mais parler de la chance, moi, je n'aime pas. Parce que vous êtes là déjà. C'est peut-être, vous deviez, au contraire, vous mouiller les maillots, vous jeter dans l'eau pour relever les défis en lieu et place de parler de la chance. Il faut bosser. Alors, il y a aussi beaucoup de gens qui sont entrés dans ces ministères. Entre autres, il y a Madame Noëlla Ayebanabato, qui est qui est nommée ministre de la jeunesse, une nouvelle initiation à la nouvelle citoyenneté, qui fait d'ailleurs couler beaucoup d'encre de salive sur les réseaux sociaux, vu son accoutrement, sa façon de procéder. Est-ce que vous pensez que ça, c'est un frein au développement de la jeunesse, son accoutrement, par exemple? Écoutez, le monde des réseaux sociaux actuellement peut vous rendre ce qui vous n'êtes pas, en fait. On peut balancer. Est-ce qu'il y a eu vraiment des investigations pour savoir la personne? Est-ce qu'elle est vraiment habilitée? C'est ça la question qu'il fallait aussi se poser. Oui. Est-ce qu'il y a eu un casting? Est-ce que les services de sécurité se sont investis pour aller voir le profil de la personne étudiée? Parce Exactement. qu'il y a les services de l'intelligence. Avant d'être nommé, on choisit. Il s'agit de la MERS, là. Voilà. Et il faut étudier les mœurs, il faut aller s'investir pour savoir le passé, les casiers judiciaires de la personne. Et elle a été qui, elle a étudié où, et ainsi de suite. On peut remonter dans son passé, voir ce qu'elle a été. Mais bon, tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si ce sont les personnes de mauvais goût qui sont en train de monter un coup pour salir la personnalité de Madame la ministre, qui était d'ailleurs, il faut le rappeler, vice-bourgmestre de Ngalema. Voilà. Exactement. Tout d'un coup. Mais bon, est-ce que c'est la géopolitique? On ne sait pas. Mais attacher la personne à son accoutrement, je crois bien que l'habit ne fait pas du tout le moine. On peut le comprendre. Mais lui confier un ministère tel que celui de la jeunesse, même bon, je peux m'exprimer à Lingala comme on peut le dire, mais nous autres, voilà. Donc, elle devrait être une personne de référence. Donc, vraiment, c'est la référence partant de son accoutrement pour ne pas amener cette jeunesse à la déperdition, soit à la dépravation de mœurs. On a eu aussi les grands retours de Daniel Moukoko Samba. Et aussi, on va essayer de mélanger pour aller plus vite. Il y a aussi Didier Bidimbu qui quitte l'hydrocarbure pour le sport. Pour aller au sport. Il y a Moukoko Samba, il y a Wivine Moleka, il y a des figures comme ça qui reviennent. Mais qu'est-ce qui a poussé le chef de l'État, parce que je sais que cette liste lui a été confiée avant la publication, est-ce qu'il a cru? Parce que ces personnes, on les a vues travailler aujourd'hui, ce sont des gens qui sont critiqués, par exemple Didier Bidimbu avec l'affaire de Mwanda, c'est compliqué pour lui. Oui, avec le carburant, avec le carburant, voilà, avec tout ce il est resté en déphase avec la CEP, les opérateurs pétroliers. Que ces personnes méritent encore la confiance du peuple congolais? Oui, de toutes ces personnes aussi. Daniel Moukoko Samba. De toutes ces personnes, Daniel Moukoko, c'est de l'excellence. On voit le peuple de Kabila, Matata, Moukoko,
Mozito, ce sont des piliers. Ce sont des gens, des rares gens avec lesquels Joseph Kabila avait travaillé. Exactement. Et l'expertise de Moukoko Samba n'est plus à démontrer. Il faut le rappeler que Madame la Première ministre a travaillé dans le cabinet du professeur Samba Moukoko. Donc, c'est quelqu'un qui est pétri d'expérience. Là, c'est sans doute. Et d'abord, la politique monétaire, soit du budget de l'époque, a été menée par Moukoko Samba. Donc, nous espérons que c'est vraiment un coup de pouce que la Première ministre a pu récupérer pour que ce dernier, le professeur Samba Moukoko, puisse aller sortir le pays, surtout l'économie de notre pays, dans le gouffre où elle se trouve. Pour parler de Didier Boudimbo, vous l'avez évoqué. Vous voyez comment le transport nous souffrons. Et à la base, c'est le ministère de l'hydrocarbure qui est en déphase avec les opérateurs du secteur pétrolier. Il y a eu autant de revenus qui sont perçus comme étant des rétrocessions, estimés à des millions de dollars qui ont été bloqués par le ministère, il semble. Et cette situation est en train de peser sur nous, les paisibles populations. Et voyez comment les carburants sont en train de grimper, quoi. Au ministère des Sports, ça laisse à désirer. À voir les premières images, il était dans l'euphorie de cette reconduction. Exactement. Voilà. Fêter, oui, bien sûr, mais ce que nous attendons, c'est les relever. Ce sont des défis. Voilà. Ce sont des défis. Il ne faut pas fêter parce que là, il faut surtout au ministère du Sport. Du sport. Là, on a cru avec Kaboul qui était toujours en train de taper sur là où ça ne marchait pas, qu'il allait aussi relever les défis, mais lui aussi a été trempé. Mais espérons qu'avec Didier Boudimbo, que ça pourra aller. D'accord, on va finir ces chapitres avec la taille du gouvernement, Jean-Pierre Moine. Oui, la taille du gouvernement, c'est là où les bas blessent. On a cru voir une réduction de la taille parce que c'était le cheval de bataille, même pendant les élections, la campagne électorale, le président de la République avait géré, avait parlé de cette réduction de la taille du gouvernement. C'est un gouvernement de 57 à 54, de 57 alors à 54. qu'on rajoute... Non, mais écoutez, il y a autant. On a créé certains ministères. Le ministre de... comment il s'appelle? Celui qui devrait jouer à la politique sur la ville. On ne sait pas, il s'agit de quelle ville? La ville de Kinshasa, de Lumbashi, de Mainombe, de Koulou. C'est vague, c'est un peu vague. On va rattacher certains ministères, des délégués. Il y a le ministre des Affaires étrangères, on va encore rattacher un délégué prêt. Voilà, ce sont des histoires. Si c'est par récompense, si c'est par géopolitique, là, je ne sais pas. La réduction de la taille du gouvernement était vraiment le cheval de bataille du président de la République. Et tous, la société civile notamment, a décrié un gouvernement éléphantesque, surtout avec ce gouvernement des warriors qui finalement n'a pas répondu aux attentes de la population. Ils étaient nombreux inutilement. De 57, vous réduisez à 54 en lieu et place. Nous, on avait cru voir pour une première 30, 25 ministères et tout ça, comme le président de la République nous surprend toujours en nommant une première ministre. Voilà, si on avait un gouvernement réduit à 30, 25, ça serait encore très bon pour la République. Parce que, écoutez, la formation des cabinets, tout ça, ça va coûter encore au trésor public. Exactement. Et la prise en charge de tous ces ministères, de tous ces ministres, vous les connaissez mieux. Et surtout, tous ces dinosaures qui rentrent encore plus de 15, voyez ce que ça va donner. Autre chose dans ce journal, le pays a été secoué par une tentative de coup d'État dans la nuit du 19 mai 2024. On en revient encore. Un commando avec à sa tête Christian Malanga a attaqué la résidence du député national et président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et les palais de la Nation. Comment sont-ils parvenus à pénétrer dans le bureau du président de la République et qui est derrière cette attaque? Les questions qui demeurent jusqu'à ces jours sans réponse. Qu'il y ait des questionnements sur ces tentatives de coup d'État avortées dimanche 19 mai 2024 en République démocratique du Congo par un commando, qu'il y ait des réponses attendues par la nation que veut en savoir plus.
À suivre la chronologie des événements, on serait tenté de se poser des questions qui n'auraient pas satisfait plus d'un Congolais averti. À en croire les chercheurs Fred Baouma, Debouteli, pour l'instant, il y a plus de questions que de réponses. Pourquoi aller s'en prendre au palais de la nation? Si c'est un coup d'État, alors qu'on sait très bien que le président de la République n'y réside pas. Pourquoi s'attaquer à Vital Kamerhe, sachant que la qualification du coup d'État de ce qui s'est passé hier, Vital Kamerhe est connu comme étant un des alliés proches du président de la République, une personnalité pressentie comme président de l'Assemblée nationale, de surcroît la deuxième personnalité du pays. Est-ce que c'est ce qui fait qu'il soit ciblé? Je ne sais pas, s'interrogent ces chercheurs. Autant que cette question, d'autres également peuvent survenir à la suite de ces événements malheureux. Pourquoi seulement la résidence de Vital Kamerhe, alors que dans ces rayons-là, il y a des résidences de plusieurs hautes personnalités du pays, un quartier d'ambassadeurs? Comment ces assaillants sont-ils arrivés au palais de la nation? Combien des hommes sécurisent ces sites aussi stratégiques que les palais de la nation, bureau officiel du chef de l'État? Le service de sécurité, notamment l'ANER et la DEMIAP, ont-ils failli à leur mission? Comment un groupuscule peut prendre les contrôles du palais de la nation, installer leur drapeau pendant plusieurs heures, et les forces de sécurité ont préféré faire un repli en lieu et place de riposter? Comment expliquer qu'un périmètre qui abrite la présidence, la primature, la banque centrale, l'ANER, les résidences des ambassadeurs des USA, Grande-Bretagne, Japon, Iran, Allemagne, Suisse, ainsi de suite, peut être attaqué aussi facilement? Pourquoi les autorités avaient ouvert ces périmètres au public? Les enquêtes après ces interpellations donneront la suite des événements. Entre-temps, le calme est revenu et ces périmètres ont été renforcés en sécurité. Voilà, des retours sur ce plateau. Jean-Pierre Moy, en quelques mots, qu'est-ce qui s'est passé réellement le 19 mai? Voilà. Que des questions, que des réponses. On ne sait pas. Il y a de ceux-là qui disent que non, mais ce n'est pas un coup d'État, c'est un truc monté de toutes pièces. D'autres racontent par contre que, au regard du scénario, on ne pourrait pas ne pas croire que c'était un coup d'État. Et là, c'est souvent les opposants qui le disent. Le gouvernement, par la voix officielle, notamment le porte-parole du gouvernement, le chef d'état-major général et plutôt le porte-parole des armées, ils ont donné la version qui a circulé quelques heures après, disant que un commando à sa tête, M. Christian Malanga, avait tenté de renverser les institutions. Voilà, ils sont allés saboter les symboles de l'État, les symboles du pouvoir. C'est le bureau du président de la République. Donc, comment sont-ils parvenus à pénétrer dans les installations du bureau ovale du chef de l'État? Comme je le disais, c'est un lieu hyper sécurisé. Qui est derrière cette attaque? Malanga a été connu des services de sécurité selon certaines sources depuis 2017. C'est un activiste qui, depuis l'Europe, était en train de propérer des menaces contre le pouvoir de Kinshasa à l'époque. Et comment il est entré? Donc, ce sont des questions auxquelles les services de sécurité... Cette question de sécurité, à l'autre fois, les débats étaient là avec la sortie de l'ancien président de la République, voilà. Joseph Kabila. Aujourd'hui, on parle de l'entrée de Malanga, comment il est sans que les services de sécurité ne soient au courant. C'est compliqué, c'est un peu bizarre. Et d'où le chef de l'État est appelé à faire les ménages. Et à voir si réellement il y avait coup d'État, pourquoi ne pas cibler les lieux où le président de la République habite? On sait bien que le président de la République n'y passe pas nuit. Le palais de la nation n'est qu'un bureau de service. Mais il y a la cité de l'Union africaine où réside le chef de l'État. C'est ça sa résidence officielle. Mais pourquoi s'attaquer à un paisible... Bon, bien sûr, Kamerhe n'est pas un paisible citoyen. C'est un homme d'État et... il était un allié de taille. Voilà, un allié de taille du chef de l'État. Et puis, il était député
pressenti comme étant président du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Mais est-ce que c'était la cible? Mais pourquoi avoir traîné, avoir mis plus de 2 heures dans la résidence de Vital Kamerhe? Il y a eu coup de feu pendant ces temps-là, le temps qu'ils arrivent au Palais de la Nation. Avant qu'ils n'arrivent au Palais de la Nation. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces temps où il y a eu coup de feu chez Vital Kamerhe? Jusqu'à leur entrée au Palais de la Nation, le service de sécurité n'était pas au courant. Il n'y a pas eu de renfort. Oui, exactement. De renfort. Mais pourquoi plutôt la police, pourquoi les laisser au Palais de la Nation pendant 2 heures faire des lives? Faire des lives, on le voit, il était en train de crier, ainsi de suite. Donc, on sent comme s'il y avait une certaine complicité. Donc, mais avec qui? Avec qui? C'est là. Donc, les services de sécurité doivent être... Ces coups d'État avortés, ça allait bénéficier quoi à Kinshasa? Voilà. Or, nous avons enterré la République démocratique du Congo depuis le 18 février 2006 à adhérer à un principe d'acquisition du pouvoir qui est la voie démocratique qui passe par les urnes. Venez adhérer dans un parti politique, soit présentez-vous à l'indépendant, mesurez-vous au candidat que le pouvoir va aligner et point barre. Les épisodes de coup d'État sont des épisodes à ne plus revivre. Mais si on parle dans l'hypothèse où les opposants disent que c'est un coup de théâtre monté à toute pièce par le gouvernement de Kinshasa, ils profitent en quoi? Bon, on ne sait pas. Est-ce que c'était un moyen pour le pouvoir de Kinshasa de remettre, soit d'aveugler l'opposition, l'opinion publique, parce que on semble dire, on ne semble pas dire. Le pouvoir est engagé dans la révision de la Constitution. Ils veulent coûte que coûte monter un plan pour rédiger une nouvelle Constitution. Et on peut tenter, par ces soubresauts, jauger la tension sous forme d'un ballot d'essai, voir la température de la population, comment vont-ils réagir si nous faisons ceci, et voilà. On en a vécu avec l'histoire du capitaine Lenga. Voilà, à l'époque, mais aujourd'hui, on n'en parle plus. On a vu les gens aller à la RTNC, saboter le truc, une émission, et faire passer un message, mais après 3-4 minutes, c'était aussi étouffé dans l'œuf. On n'en parle plus, on n'a pas eu de condamné. On ne sait pas avec ce qui est arrivé avec Christian Malanga, qui est d'ailleurs mort, avec embarquer toute une jeunesse, une trentaine dans cette aventure, ou peut-être, selon les opposants, ils disent que, voilà, je cite, que c'était un truc préfabriqué par le gouvernement en place pour, comme je l'ai dit, endormir. Vous allez sacrifier les jeunes gens. Voilà, donc une aventure de coup d'État en République démocratique du Congo, ça ne va plus passer. Parce que Mzee Laurent Désiré Kabila en a payé déjà de tout son, poids. Il est mort, assassiné dans sa résidence. Revivre cet événement en République démocratique du Congo, je ne crois pas. À notre dossier dans ce journal qui semble être déclassé, l'affaire cardinal Fridolin Ambongo et le procureur général près de la Cour de cassation. Le prélat catholique a rencontré le chef de l'État pour dissiper les malentendus de cette affaire où il est accusé d'avoir découragé les hommes des troupes et bien entendu, c'est entendu, lien de l'Église catholique avec le chef du commando Christian Malanga. Suivez. Dissiper tout malentendu autour de ces propos qualifiés de séditieux par le procureur près de la Cour de cassation qui aurait initié une action en justice contre le cardinal. Voilà ce qui a justifié cette rencontre à la Cité de l'Union africaine entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le cardinal Fridolin Ambongo. L'entretien avec l'archevêque de Kinshasa a eu lieu en présence du chargé d'affaires de la Nonciature apostolique, Monseigneur André Yevchouk, et a duré près de 2 heures. D'abord, le président de la République et le cardinal
du Congo, nous puissions faire la lumière sur différents points. Et je dois dire que ça a été un moment de clarification. Et là où les hommes se parlent, les choses sont claires. C'est avec ces sentiments de grande satisfaction et de gratitude vis-à-vis du chef de l'État que je sors de ce bureau. En fait, il y a eu plus de malentendus que de vrais problèmes. Et c'était la nécessité qu'on se rencontre, qu'on fasse la lumière sur tous ces sujets qui avaient peut-être créé des malaises. Et maintenant, quand on se parle, tout devient clair. C'était un moment de clarification, précise le chef de l'Église catholique en République démocratique du Congo. Je crois que nous nous retrouvons sur un seul point. En tant que chef de l'État, son souci, c'est le bien du peuple congolais. Et il s'implique corps et âme pour que ce pays puisse retrouver sa sérénité, sa respectabilité sur la scène internationale. C'est un combat qu'il est en train de mener, le souci du peuple congolais. De notre part, en tant qu'Église, notre souci, c'est aussi le bien de ce même peuple, le peuple congolais. Et étant donné que l'objet de notre préoccupation est le peuple congolais, en fait, nous sommes condamnés à travailler ensemble, main dans la main, pour le bien de notre peuple, pour le bien de notre pays qui aujourd'hui est en péril à cause de la voracité de pays voisins comme nous connaissons. Lever l'équivoque autour de ces malentendus était bel et bien l'objectif de ces rencontres entre les deux personnalités. À ces jours, ces dossiers qui a semblé empoisonner les relations entre l'Église catholique et le régime Tshisekedi est déclassé. Aucune information de justice n'a été déclenchée. Faudrait-il vraiment parler d'une justice malade, comme l'indique souvent le chef de l'État, ou c'est une justice de 2 points de mesure? Plusieurs analystes pensent que c'était une manière pour le pouvoir de lancer un saut d'alerte à tout celui qui s'opposerait au projet de la modification de la Constitution pour dire qu'il n'existe pas des intouchables en RDC. Et quelques jours après cet entretien, l'Église catholique de la République démocratique du Congo devrait de nouveau dissiper toutes les fausses informations disséminées sur les réseaux sociaux autour d'un prétendu lien au kidam Christian Malanga, auteur du coup d'État manqué de 19 mai 2024. Dans un communiqué, la Senko dément catégoriquement tout lien entre la personne de Malanga et les institutions de l'Église catholique et même certaines attributions du soi-disant l'ordre de Saint-Pierre et Paul ou les prétendus États de Saint-Pierre et Paul à l'Église catholique. Toutes ces vidéos et photos ne correspondent pas du tout à la réalité. Dire qu'on nous lance, on jette les pierres que sur un fruit mûr. Donc ça c'est déjà à considérer. Mais j'aimerais me résumer à rassurer aux fidèles catholiques et aux hommes de bonne volonté autour de tout cela. J'ai retenu 3 choses. Il y a une photo dans laquelle on retrouve Monsieur Christian Malanga entre Monseigneur Utembi, président de la Senko, et Monseigneur Ambongo, alors vice-président de la Senko. Donc, avoir le décor de la photo, c'était probablement en 2017, lors de leur plaidoyer, pendant que le président Kabila était encore président de la République. Et soyez rassurés, ni avant la photo, ni après la photo, personne de ces 2 évêques n'a eu un contact personnel avec M. Christian Malanga. Gens de mauvaise foi qui présentent le chargé d'affaires de l'Annonciature, Monseigneur André, qui avait accompagné son éminence le cardinal Ambongo auprès du chef de l'État, avec un
un des assaillants, un de peau blanche qui a été dans le groupe de ceux qui ont attaqué l'honorable Vital Kamerhe et le palais du Plèbe. Il s'agit de deux personnes différentes. D'ailleurs, au moment où s'est passé ces événements à Kinshasa, Monseigneur Andri, qui avait accompagné son éminence le cardinal chez le président, était avec moi à Kananga. Voilà, Jean-Pierre Moy, on vient de suivre cet élément. Les prélats catholiques, dans l'autre foi, étaient très durs avec les gouvernements en place. Mais bon, la rencontre avec le chef de l'État et les discours changent. Oui, les discours changent, ça ne devrait que changer. Parce que le cardinal était comme étant dans un cul du sac, vous voyez. Donc vous êtes coincé entre murs. Il y a l'affaire autour de ces discours qu'il aurait prononcés, il semble. Et ce discours est qualifié par le procureur général près la Cour de cassation de séditieux, prêt à décourager les hommes de troupe. C'est-à-dire que le cardinal aurait saboté les efforts menés par l'armée sur terrain, ainsi de suite. Et il était tenté d'être accusé comme étant des traîtres. Voilà. Tout le monde a dit non, le cardinal était un traître, voilà, il est des mèches avec l'ennemi. On en a entendu le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, qui a été d'ailleurs reconduit, hein, il faut le dire. Dans ces gouvernements, oui, dans ces gouvernements, avait appelé les prélats catholiques à s'expliquer. Voilà. Et le président de la République, lors de son séjour parisien, est revenu encore sur cette affaire, disant qu'il n'a pas de super-hommes. Tout le monde était appelé. Si la justice a demandé aux prélats catholiques de s'expliquer, il devrait l'être. Voilà. Dans cette affaire, le procureur qui s'est décisif, il envoie, il commande, il indexe, il indique à son substitut du parquet de Matete de se saisir de ces dossiers, afin d'interpeller, d'engager une information judiciaire contre le cardinal. Mais tout d'un coup, il y avait silence des morts. Et un mois après cet imbroglio, le cardinal aurait sollicité. À entendre parler, il a dit, j'avais demandé rencontrer le président de la République. Il est allé demander, il a sollicité cette interview, plutôt cet entretien. Et voilà, il est parti. Vous avez suivi dans ce reportage. Celui qui l'accompagnait, c'est Monseigneur Andri, qui est le chargé d'affaires de l'Annonciature. Parce que il faut le rappeler, il faut rappeler au public que le cardinal jouit d'une certaine immunité au niveau de l'écurie papale. Il est dans le C9, donc c'est le cercle fermé de 9 conseillers principaux qui collaborent avec le pape dans la gouvernance de l'Église catholique universelle. Donc, le cardinal Ambongo, c'est une sommité au sein de l'Église catholique qui ne pourrait pas être traînée comme on pourrait, comme on l'a vu avec cette affaire. C'est pourquoi il a voulu rencontrer le chef de l'État pour s'expliquer. Et au sortir, vous avez entendu, il a dit, nous sommes parlé et les linges sales ne devraient que se laver en famille. Bon, le cardinal évoque, lors de cet entretien, il dit, l'Église a une mission. Cet apostolat, c'est d'éveiller les consciences, c'est d'interpeller, c'est de rappeler la mission à laquelle les gouvernants sont appelés. Donc c'est comme une mission prophétique. Vous allez vous souvenir, il y a le prophète Élie, je crois à l'époque, même tout ce monde-là, Aaron, ils étaient en train de rappeler au roi, accomplissez votre tâche, nourrissez la population, donnez-leur à manger. Vous voyez, avec Moïse qui va, mais Seigneur, mais ces gens ici, ils viennent. Non, attendez, moi je suis le roi, c'est moi qui a la gouvernance. Ne t'en fais pas, ils ne vont rien te faire. Je vais leur donner à boire et à manger. On connaît l'histoire de la manne. Voilà. Donc quand un cardinal, un prélat, catholique soit-il, un pasteur, un ministre des dieux, rappelle à un gouvernant, et plutôt à un homme de pouvoir, à un politique, d'accomplir sa tâche et sa mission, le but pour lequel vous êtes élu. Pourquoi vous êtes au Parlement? C'est de légiférer certaines lois qui seront profitables à la population, à la République. Le bureau de l'Assemblée nationale affiche complet. Sans surprise, Vital Kamerhe était élu comme président du bureau de cette élection qui est
qui paraissait déjà gagner d'avance après plusieurs reports dus aux caprices du Présidium et des autres députés de l'Union sacrée. L'intervention du chef de l'État appelant les uns aux autres à la prise de conscience a favorisé l'accélération de l'installation du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. Suivez. Un combat gagné pour Vital Kamerhe, ancien vice-premier ministre de l'économie nationale, qui a été élu président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, avec 371 voix sur 407 votants lors d'une plénière convoquée mercredi 22 mai 2024 en vue de procéder à l'élection et l'installation du bureau définitif de cette chambre basse du Parlement. Tout était prévisible pour Vital Kamerhe car le natif de Walungu a déjà dirigé cette institution entre 2006 et 2009 avant que sa famille politique de l'époque lui indique la porte des sorties. Il n'y avait pas de suspense. Vital Kamerhe était l'unique candidat à ces postes après avoir remporté le primaire au sein de l'Union sacrée devant Christophe Mbosso et Bahati Lukwebo le 23 avril. Le présidium de ces bureaux définitifs est complété par Jean-Claude Chilumba de l'UDPS, élu premier vice-président, suivi de Christophe Mbosso Mpwanga de l'ACRD, respectivement en tant que deuxième vice-président. Jacques Njoli du MLC était élu rapporteur et Dominique Munongo d'Ensemble pour la République est élu rapporteur adjointe. Madame Poli Poli a été élue caissière et Élisée Neema caissière adjointe. Cette nouvelle configuration traduit un renforcement de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale qui a été secouée avant cette élection et installation du bureau définitif. Il a fallu la sagesse du chef de l'État qui souhaitait voir la recomposition des candidats au sein des postes de ces bureaux définitifs. Ici, je ne suis pas venu pour accuser les uns et les autres. Je suis venu simplement entendre aussi votre voix, parce que je ne l'ai pas entendu. Ce que j'ai entendu, c'est un son ou des sons cacophoniques qui remontaient de la majorité que vous représentez et qui malheureusement étaient discordants et qui vraiment reflètent cette inquiétude qui est la mienne, qui symbolise évidemment ce manque de solidarité en ce moment. Ces dissensions assez inquiétantes. Alors moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu de la proposition faite par le Présidium. Les frustrations, mieux la crise, a longtemps duré au sein de l'Union sacrée où certains membres ont tenté à plusieurs reprises de désavouer les membres du Présidium au sein du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Dominés par les positionnements politiques, ces élus du peuple seront capables de gérer leurs égos. La question reste posée au regard des réformes à venir. Voilà Jean-Pierre Moy, Vital Kamerhe au perchoir de l'Assemblée nationale. Oui, comme les reportages l'indiquent, un comeback gagnant. Donc c'est un retour gagnant pour les députés nationaux. Sans surprise d'ailleurs. Sans surprise. Parce que, vous savez, vous l'avez relevé dans votre reportage, qu'il y a eu des tractations. C'est une très longue durée encore, comme on venait de les démontrer avec mais au finish, qu'est-ce qui se passe? On ne parle pas là sur la table du gâteau d'ailleurs qu'on partage, c'est pour le peuple congolais, mais on voit vraiment qu'en République démocratique du Congo, ça tourne que tout autour de soi. Tout autour des choix, et puis c'est ce que d'ailleurs, ces paroles-là, le partage du gâteau qui avait coûté, qui aurait coûté à Fridolin Cardinal Ambongo, on voit les gens veulent s'accrocher toujours, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. On a mis beaucoup de temps inutilement.
alors qu'ailleurs, alors que les choses devraient être accélérées pour favoriser au fait l'investiture du gouvernement. Vu la sécurité, l'alimentation, tout ce qui se passe en République démocratique. Les Congolais traversent des moments durs. Mais on s'en fout, on veut juste on privilégie juste ses propres intérêts. Il y a des guéguerres au sein de l'Union sacrée qui ont favorisé ces reports. Et il a fallu, comme vous l'avez relevé aussi, l'intervention du chef de l'État pour recadrer les uns les autres. Et l'Union sacrée a été fragilisée par rapport à ces caprices, si on peut le dire. Les caprices d'un Christophe Mbosso, à qui, du haut de ses 84 ans, voudrait encore revenir au perchoir de l'Assemblée nationale, ne laissant pas aux autres qui ont encore de l'énergie. Et lors de ces assises où le président de la République les avait appelés, le micro était donné à tout le monde et tout le monde s'était exprimé. Et on a posé la question à Christophe Mbosso, pourquoi revenir? Non, j'ai encore la force de servir la République, mais non. Et on voit tout le monde veut s'accrocher. La famille, les enfants, ainsi de suite. Les enfants d'abord. Le peuple d'abord n'existe plus. C'est d'abord la famille. Et on voit encore une autre frange dans ces bureaux du Présidium qui n'étaient pas d'accord avec. Donc, toutes ces guéguerres a fait que nous puissions avoir ces reports. Des guéguerres qui n'ont rien à voir avec la population. Alors, avec la population, c'est juste pour leur propre positionnement politique, point barre. On va vous dire tantôt que le gouvernement a été traîné parce que il y a de ces caciques qui voudraient se représenter, être encore nommés comme étant ministre, mais étant membre du présidium de l'Union sacrée. Qui est ministre, il a été élu député, qui a été ministre, il a été élu encore sénateur. Mais dans la même famille, vous allez retrouver 4, 5, 6 personnes en train de gérer la République. Mais non, la République appartient à plus de 180 millions de Congolais qui sont là, bien sûr représentés par cette minorité de 500 députés au niveau de l'Assemblée nationale. Même pour la formation de ce bureau, il y a toujours eu de guerre. Donc pour dire qu'au sein de l'Union sacrée, il y a toujours des frustrés qui ne vont peut-être pas digérer leur échec, peut-être ne vont pas digérer pourquoi ils ont été décalés au profit des uns et des autres. Je loue la sagesse du chef de l'État qui les a mis devant un fait accompli. Et vous avez entendu les mots avec lesquels le président de la République a rappelé les uns et les autres. Ce n'est pas du tout un tribunal, mais je voudrais vous écouter. Et il a usé de cette oreille attentive, il a mis d'accord, et 2 jours après, c'est que ce qui semblait être comme étant un blocage a été décanté. Tantôt, c'est Mbosso qui évoque un groupe de députés qui cherchent à déchoir le bureau sortant. On était vraiment amené dans cette merde. Fort heureusement que la sagesse du chef de l'État a joué pour décanter cette situation. Voilà, j'ai pas vu le nom de Bahati Lukobo sur la liste hier du gouvernement. Il ne s'est pas retrouvé non plus à la Sénat. On l'attend au Sénat. Oui, il a été, il semble à la base, selon plusieurs sources, le nom de Bahati était probablement cité, ça et là. Plusieurs officines ont semblé dire que l'ancien président du Sénat, Modeste Bahati, serait à la manœuvre pour ce blocage même, cette longue période de la non-publication du gouvernement. Donc, c'est parmi les capricieux, comme on peut s'exprimer. Vous allez retrouver des gens qui ont vécu avec Mobutu, Christophe Mbosso, et ainsi de suite, de Bahati Lukobo, de Caméré même. Ne vous en faites pas, il sera servi comme d'habitude. Hein. Voilà. Ça part des gâteaux et là. Oui, ça part des gâteaux et là, on ne sait pas. Mais bon, nous on reste, on observe et le peuple est toujours en train d'attendre. D'accord, le peuple est toujours en train d'attendre. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui ont suivi ces grandes éditions du journal sur Tokia Télévision. Merci à Jean-Pierre Moy qui était des nôtres cette semaine. Habituez-vous à cette grande édition du journal sur Tokia Télévision. Chaque fois, on va revenir comme ça avec des dossiers pour développer, vous en parler et vous faire comprendre. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Tout de suite, des rappels de titres. L'attente était longue. 2 mois durant la République démocratique du Congo attendait un gouvernement après les élections de décembre 2023. C'est dans la nuit du mardi à mercredi, le 9 mai.
que la publication du gouvernement souminois a été publiée. Car 54 membres contre 57 par rapport au gouvernement Sama Lukonde. Que le pays a été secoué par une tentative d'un coup d'État dans la nuit du 29 mai 2024. Un commando avec à sa tête Christian Malanga a attaqué la résidence du député national Vital Kamerhe et le palais de la Nation. Comment se sont-ils parvenus à pénétrer dans le bureau du président de la République et qui est derrière cette acte? Voilà ce qui met un terme à cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos programmes, mais surtout l'information est en continu sur le www.tokatelevision.net. Au revoir et à la prochaine.